Thérèse Raquin, chapitre 28. Depuis 2 mois, Thérèse et Laurent se débattaient dans les angoisses de leur union. Ils souffraient l'un par l'autre, alors la haine monta lentement en eux. Ils finirent par se jeter des regards de colère, pleins de menaces sourdes. La haine devait forcément venir. Ils s'étaient aimés comme des brutes avec une passion chaude toute de sang. Puis, au milieu des énervements du crime, leur amour était devenu de la peur, et ils avaient éprouvé une sorte d'effroi physique de leur baiser. Aujourd'hui, sous la souffrance que le mariage, que la vie en commun leur imposait, ils se révoltaient et s'emportaient. Ce fut une haine atroce aux éclats terribles. Ils sentaient bien qu'ils se gênaient l'un l'autre. Ils se disaient qu'ils mèneraient une existence tranquille s'ils n'étaient pas toujours là face à face. Quand ils étaient en présence, il leur semblait qu'un poids énorme les étouffait, et ils auraient voulu écarter ce poids, l'anéantir. Leurs lèvres se pinçaient, des pensées de violence passaient dans leurs yeux clairs, il leur prenait des envies de s'entre-dévorer. Au fond, une pensée unique les rongeait, ils s'irritaient contre leurs crimes, ils se désespéraient d'avoir à jamais troublé leur vie. De là venait toute leur colère et toute leur haine. Ils sentaient que le mal était incurable, qu'ils souffraient jusqu'à leur mort du meurtre de Camille, et cette idée de perpétuité dans la souffrance les exaspérait. Ne sachant sur qui frapper, ils s'en prenaient à eux-mêmes. Ils s'exécraient, ils ne voulaient pas reconnaître tout haut que leur mariage était le châtiment fatal du meurtre. Ils se refusaient à entendre la voix intérieure qui leur criait la vérité en étalant devant eux l'histoire de leur vie, et pourtant, dans les crises d'emportement qui le secouaient, ils lisaient chacun nettement au fond de leur colère. Ils devinaient leur fureur de leur être égoïste qui les avait poussés à l'assassinat pour contenter ses appétits et qui ne trouvait dans l'assassinat qu'une existence désolée et intolérable. Ils se souvenaient du passé, ils savaient que leur espérance trompée de luxure et de bonheur paisible les amenait seuls au remords. Ils avaient pu s'embrasser en paix et vivre en joie, ils n'auraient point pleuré Camille, ils se seraient engraissés de leurs crimes. Mais leur corps s'était révolté, refusant le mariage, et ils se demandaient avec terreur où allaient les conduire l'épouvante et le dégoût. Ils n'apercevaient qu'un avenir effroyable de douleur, qu'un dénouement sinistre et violent, alors comme deux ennemis qu'on aurait attachés ensemble et qui feraient de vains efforts pour se soustraire à cet embrasement forcé. Ils tendaient leurs muscles et leurs nerfs, ils se raidissaient sans parvenir à se délivrer, puis, comprenant que jamais ils n'échapperaient à leur étreinte, irrités par les cordes qui leur coupaient la chair, écœurés de leur contact, sentant à chaque heure croître leur malaise, oubliant qu'ils étaient eux-mêmes liés l'un à l'autre et ne pouvant supporter leur lien un instant de plus, ils s'adressaient des reproches sanglants. Ils essayaient de souffrir moins, de penser les blessures qu'ils se faisaient en s'injuriant, en s'étourdissant de leurs cris et de leurs accusations. Chaque soir, une querelle éclatait. On eût dit que les meurtriers cherchaient des occasions pour s'exaspérer, pour détendre leurs nerfs roidis. Ils s'épiaient, se tâtaient du regard, fouillant leurs blessures, trouvant le vif de chaque plaie et prenaient une âcre volupté à se faire crier de douleur. Ils vivaient ainsi au milieu d'une irritation continuelle, las d'eux-mêmes, ne pouvant plus supporter un mot, un geste, un regard sans souffrir et sans délirer. Leur être entier se trouvait préparé pour la violence. La plus légère impatience, la contrariété la plus ordinaire grandissait d'une façon étrange dans leur organisme détraqué et devenait tout d'un coup grosse de brutalité. Un rien les soufflait, un orage qui durerait jusqu'au lendemain. Un plat trop chaud, une fenêtre ouverte, un démenti, une simple observation suffisait pour les pousser à de véritables crises de folie. Et toujours, à un moment de la dispute, il se jetait le noyé à la face. De parole en parole, il en arrivait à se reprocher la noyade de Saint-Ouen. Alors, il voyait rouge, il s'exaltait jusqu'à la rage. C'étaient des scènes atroces, des étouffements, des coups, des cris ignobles, des brutalités honteuses d'ordinaire. Thérèse et Laurent s'exaspéraient ainsi après le repas. Ils s'enfermaient dans la salle à manger pour que le bruit de leur désespoir ne fût pas entendu. Là, ils pouvaient se dévorer à l'aise au fond de cette pièce humide, de cette sorte de caveau que la lampe éclairait de lueurs jaunâtres. Leur voix au milieu du silence et de la tranquillité de l'air prenait des sécheresses déchirantes. Et ils ne cessaient que lorsqu'ils étaient brisés de fatigue, alors seulement ils pouvaient aller goûter quelques heures de repos. Leur querelle devinrent comme un besoin pour eux, comme un moyen de gagner le sommeil en hébétant leurs nerfs. Madame Raquin les écoutait, elle était là, sans cesse, dans son fauteuil, les mains pendantes sur les genoux, la tête droite, la face muette. Elle entendait tout, et sa chair morte n'avait pas un frisson. Ses yeux s'attachaient sur les meurtriers avec une fixité aiguë. Son martyre devait être atroce. Elle sut ainsi, détail par détail, les faits qui avaient précédé et suivi le meurtre de Camille. Elle descendit peu à peu dans les saletés
et les crimes de ceux qu'elle avait appelés ses chers enfants. Les querelles des époux la mirent au courant des moindres circonstances, étalèrent devant son esprit terrifié un à un les épisodes de l'horrible aventure, et à mesure qu'elle pénétrait plus avant dans cette boue sanglante, elle criait « Grâce !» Elle croyait toucher le fond de la famine, et il lui fallait descendre encore. Chaque soir, elle apprenait quelques nouveaux détails. Toujours l'affreuse histoire s'allongeait devant elle. Il lui semblait qu'elle était perdue dans un rêve d'horreur qui n'aurait pas de fin. Le premier aveu avait été brutal et écrasant, mais elle souffrait davantage de ces coups répétés, de ces petits faits que les époux laissaient échapper au milieu de leur emportement et qui éclairaient le crime de leur sinistre. Une fois par jour, cette mère entendait le récit de l'assassinat de son fils, et chaque jour ce récit devenait de plus en plus épouvantable, plus circonstancié, et était crié à ses oreilles avec plus de cruauté et d'éclat. Parfois Thérèse était prise de remords en face de ce masque blafard, sur lequel coulaient silencieusement de grosses larmes. Elle montrait sa tante à Laurent, le conjurant du regard de se taire. « Et laisse donc !» cria celui-ci avec brutalité. « Tu sais bien qu'elle ne peut pas nous livrer. Est-ce que je suis plus heureux qu'elle, moi ? Nous avons son argent, je n'ai pas besoin de me gêner. » Et la querelle continuait, âpre, éclatante, tuant de nouveau Camille. Ni Thérèse ni Laurent n'osaient céder à la pensée de pitié qui leur venait parfois d'enfermer la paralytique dans sa chambre lorsqu'ils se disputaient, et de lui éviter ainsi le récit du crime. Ils redoutaient de s'assommer l'un l'autre s'ils n'avaient plus entre eux ce cadavre à demi vivant. Leur pitié cédait devant leur lâcheté. Ils imposaient à madame Raquin des souffrances indicibles, parce qu'ils avaient besoin de sa présence pour se protéger contre leurs hallucinations. Toutes leurs disputes se ressemblaient, et les amenaient aux mêmes accusations. Dès que le nom de Camille était prononcé, dès que l'un d'eux accusait l'autre d'avoir tué cet homme, il y avait un choc effrayant. Un soir, à dîner, Laurent, qui cherchait un prétexte pour s'irriter, trouva que l'eau de la carafe était tiède. Il déclara que l'eau tiède lui donnait des nausées et qu'il en voulait de la fraîche. « Je ne pus me procurer de la glace, répondit sèchement Thérèse. « C'est bien, je ne boirai pas, reprit Laurent. Cette eau est excellente. Elle est chaude et a un goût de bourbe. On dirait de l'eau de rivière. » Thérèse répéta. De l'eau de rivière, et elle éclata en sanglots. Un rapprochement d'idées venait d'avoir lieu dans son esprit. « Pourquoi pleures-tu » demanda Laurent, qui prévoyait la réponse et qui pâlissait. « Je pleure, sanglota la jeune femme. Je pleure parce que tu le sais bien. Oh, mon Dieu, c'est toi qui l'as tué. »« Tu mens !» cria l'assassin avec véhémence. « Avoue que tu mens. Si je l'ai jeté à la Seine, c'est que tu m'as poussé à ce meurtre. »« Moi ? Oui, toi. Ne fais pas l'ignorante, ne m'oblige pas à te faire avouer de force la vérité. J'ai besoin que tu confesses ton crime, que tu acceptes ta part dans l'assassinat. Cela me tranquillise et me soulage. Mais ce n'est pas moi qui ai noyé Camille. Si, 1000 fois si, c'est toi. Oh, tu feins l'étonnement et l'oubli. Attends, je vais rappeler tes souvenirs. » Il se leva de table, se pencha vers la jeune femme et, le visage en feu, lui cria dans la face. « Tu étais au bord de l'eau, tu te souviens ? Je t'ai dit tout bas, je vais le jeter à la rivière, alors tu as accepté. Tu es entré dans la barque. Tu vois bien que tu l'as assassiné avec moi. » « Ce n'est pas vrai, j'étais folle, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu le tuer, toi seul as commis le crime. » Ces dénégations torturaient Laurent. Comme il le disait, l'idée d'avoir une complice le soulageait. Il aurait tenté, s'il l'avait osé, de se prouver à lui-même que toute l'horreur du meurtre retombait sur Thérèse. Il lui venait des envies de battre la jeune femme pour lui faire confesser qu'elle était la plus coupable. Il se mit à marcher de long en large, criant, délirant, suivi par les regards fixes de madame Raquin. « Ah, la misérable, balbutia-t-il d'une voix étranglée. Elle veut me rendre fou. Et n'es-tu pas monté un soir dans ma chambre comme une prostituée? Ne m'as-tu pas saoulé de tes caresses pour me décider à te débarrasser de ton mari? Il te déplaisait, il sentait l'enfant malade, me disais-tu lorsque je venais te voir ici il y a 3 ans. Est-ce que je pensais à tout cela, moi? Est-ce que j'étais un coquin? Je vivais tranquillement en honnête homme, ne faisant de mal à personne, je n'aurais pas écrasé une mouche. » « C'est toi qui as tué Camille, » répéta Thérèse, avec une obstination désespérée qui faisait perdre la tête à Laurent. « Non, c'est toi, je te dis que c'est toi, » reprit-il avec un éclat terrible. « Vois-tu, ne m'exaspère pas, cela pourrait mal finir. »« Comment? Malheureuse, tu ne te rappelles rien, tu t'es livrée à moi, comme une fille là, dans la chambre de ton mari. Tu m'y as fait connaître des voluptés qui m'ont affolée. Avoue que tu avais calculé tout cela, que tu haïssais Camille et que depuis longtemps tu voulais le tuer. Tu m'as sans doute pris pour amant afin de me heurter contre lui et de le briser. Ce n'est pas vrai, c'est monstrueux ce que tu dis là. Tu n'as pas le droit de me reprocher ma faiblesse. Je puis dire comme toi
qu'avant de te connaître, j'étais une honnête femme qui n'avait jamais fait de mal à personne. Si je t'ai rendu fou, tu m'as rendu plus folle encore. Ne nous disputons pas. Entends-tu, Laurent, j'aurais trop de choses à te reprocher. Qu'aurais-tu donc à me reprocher? Non, rien. Tu ne m'as pas sauvé de moi-même, tu as profité de mes abandons, tu t'es plu à désoler ma vie. Je te pardonne tout cela, mais par grâce. Ne m'accuse pas d'avoir tué Camille. Garde ton crime pour toi, ne cherche pas à m'épouvanter davantage. Laurent leva la main pour frapper Thérèse au visage. Bah moi, j'aime mieux ça, ajouta-t-elle, je souffrirai moins. Et elle tendit la face. Il se retint et prit une chaise et s'assit à côté de la jeune femme. Écoute, lui dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme. Il y a de la lâcheté à refuser ta part de crime. Tu sais parfaitement que nous l'avons commis ensemble. Tu sais que tu es aussi coupable que moi. Pourquoi veux-tu rendre ma charge plus lourde en te disant innocente? Si tu étais innocente, tu n'aurais pas consenti à m'épouser. Souviens-toi des 2 années qui ont suivi le meurtre. Désires-tu tenter une épreuve? Je vais aller tout dire au procureur impérial, et tu verras si nous ne serons pas condamnés l'un et l'autre. Ils frissonnèrent, et Thérèse reprit. Les hommes me condamneraient, peut-être, mais Camille, c'est bien que tu as tout fait. Ils ne me tourmentent pas la nuit comme ils te tourmentent. Camille me laisse en repos, dit Laurent, pâle et tremblant. C'est toi qui le vois passer dans tes cauchemars. Je t'ai entendu crier. Ne dis pas cela, s'écrie la jeune femme avec colère. Je n'ai pas crié. Je ne veux pas que le spectre vienne. Oh, je comprends, tu cherches à le détourner de toi. Je suis innocente, je suis innocente. Ils se regardèrent terrifiés, brisés de fatigue, craignant d'avoir évoqué le cadavre du noyé. Leur querelle finissait toujours ainsi. Ils protestèrent de leur innocence, ils cherchèrent à se tromper eux-mêmes pour mettre en fuite les mauvais rêves. Leur continuel effort tendait à rejeter à tour de rôle la responsabilité du crime, à se défendre comme devant un tribunal en faisant mutuellement peser sur eux les charges les plus graves, les plus étranges était qu'ils ne parvenaient pas à être dupés de leurs serments, qu'ils se rappelaient parfaitement tous deux les circonstances de l'assassinat. Ils lisaient des aveux dans leurs yeux lorsque leurs lèvres se donnaient des démentis. C'étaient des mensonges puérils, des affirmations ridicules, la dispute toute de mots de 2 misérables qui mentaient pour mentir sans pouvoir se cacher qu'ils mentaient. Successivement, ils prenaient le rôle d'accusateur et bien que jamais le procès qui se faisait n'eût amené un résultat, ils le recommençaient chaque soir avec un acharnement cruel. Ils savaient qu'il ne se prouverait rien, qu'ils ne parviendraient pas à effacer le passé, et ils tentèrent toujours cette besogne. Ils revenaient toujours à la charge, aiguillonnés par la douleur et l'effroi. Vaincus à l'avance par l'accablante réalité, le bénéfice le plus net qu'ils tirèrent de leur dispute était de produire une tempête de mots et de cris dont le tapage les étourdissait un moment, et tant que durait leur emportement, tant qu'ils s'accusaient, la paralytique ne les quittait pas du regard. Une joie ardente luisait dans ses yeux lorsque Laurent leva sa large main sur la tête de Thérèse. Fin du chapitre 28.